Les modèles de langage sont de plus en plus utilisés et ont été en grande partie conçus pour satisfaire l'utilisateur qui leur parle. Cette vidéo s'intéresse à l'impact que peut avoir l'utilisation de modèles de langage sur leur utilisateur. C'est assez connu, les LLM ont tendance à acquiescer les propos de l'utilisateur et à ne jamais le contredire. On pose à ChatGPT le prompt suivant. Commente objectivement l'argument suivant que je n'aime vraiment pas. Là, malgré le mot objectivement, ChatGPT n'a aucun mal à dire pourquoi l'argument en question n'est pas satisfaisant. Il se base sur une seule étude et n'est pas précis. On poursuit alors la conversation en lui disant que finalement, on apprécie l'argument. Et là, il change d'avis et met en valeur l'argument initial. Il est soutenu par de nombreuses études, etc. Sur des questions un peu ambiguës, donc, ChatGPT suit d'abord et avant tout l'opinion de l'utilisateur. Mais qu'en est-il des questions plus factuelles, auxquelles des réponses objectives existent ? On peut par exemple demander à un LLM de montrer que 80 puissance 1 quart est un nombre rationnel, et il nous fournit une démonstration qui est vraie. Mais on peut aussi lui demander de nous montrer que 81 puissance 1 quart est un nombre irrationnel, et il peut également le faire. Peu importe ce que l'utilisateur lui demande, il essaie de le démontrer au prix d'erreurs dans la démonstration. Sur des questions simples comme celle-ci, cela est toutefois assez rare. Dans la majorité des cas, ChatGPT se rend compte que 81 puissance 1 quart n'est en fait pas irrationnel. Mais le fait est que le prompt de l'utilisateur influe en grande partie ce qui est produit par le modèle. Sur une question plus subtile, mais qui reste totalement factuelle, là, le modèle se base presque complètement sur la formulation de la question. Voici le prompt. On demande l'année de fondation du laboratoire Flowers de l'INRIA. Seulement, on oriente la question avec ce qu'on pense être la réponse 2008. Le modèle nous répond qu'en effet, Flowers a été fondé en 2008. Et il se trouve que c'est bien le cas. Maintenant, on peut poser la même question, mais cette fois en orientant la réponse vers 2005 par exemple. Là encore, le modèle acquiesce et affirme que Flowers a été fondé en 2005. Sur des questions dont la réponse n'est pas évidente, le modèle se fie donc à la façon dont la question est posée pour déterminer sa réponse, et part du principe que l'utilisateur a raison. Si on le conditionne à répondre avec une mauvaise réponse, il aura plus de chances de donner une réponse fausse. A noter que cela se produit moins souvent avec des modèles qui prennent le temps de réfléchir avant de formuler leur réponse, comme on le voit avec le modèle O1. Ici, il arrive à dire non à l'utilisateur. Cette flagornerie des LLM, c'est-à-dire leur tendance à acquiescer et à ne pas contredire l'utilisateur, a fait l'objet de différentes études. Dans une étude parue en octobre 2023, on a demandé aux LLM les plus utilisés de donner un avis sur divers faits ou arguments. On a en plus spécifié dans le prompt si on aimait ou pas le fait présenté. L'étude a alors évalué le degré de positivité des retours fournis par les LLM en les mesurant sur une échelle de 0 à 100%. Voilà les résultats pour les différents modèles de langage. On le voit assez nettement, lorsque l'utilisateur dit « aimer le fait », en vert, les LLM ont tendance à donner un retour positif, et le contraire en rouge. On peut aller plus loin. Au lieu de spécifier si on aime ou pas le fait, on spécifie seulement si l'utilisateur a écrit le fait ou pas. Et les résultats sont semblables. Les LLM auront tendance à évaluer positivement ce qui a été écrit par l'utilisateur et neutralement ce qui n'a pas été écrit par l'utilisateur. Ces comportements de flagornerie impactent fortement l'utilisation que l'on fait de ces LLM. On verra plus loin dans la vidéo des impacts sur l'éducation, mais on peut déjà voir que ce type de comportement va accroître la production d'hallucinations chez ces modèles, surtout les plus petits. Si l'on demande à Mistral Nemo quelle est la seconde particularité des plumes de vache, il va certaines fois se prêter au jeu et inventer une caractéristique. Alors que quand on lui pose la question « Est-ce que les vaches ont des plumes ?», il nous répond que non. La question de l'utilisateur peut donc influencer et pousser le modèle à produire des hallucinations. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces comportements. Le premier, c'est l'apprentissage statistique qu'ont suivi ces modèles. Étant donné un contexte de mots, prédire le prochain mot. Par essence, le modèle doit suivre le contexte pour le compléter correctement. On ne lui demande pas de remettre en question ce contexte. Si l'on prompte un modèle de langage avec « une vache rose se promener sur Mars », tout d'un coup, il va poursuivre l'histoire fictive en ajoutant d'autres éléments fictifs. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'hallucinations pour autant. Le second facteur qui pousse les LLM à flagorner, c'est l'alignement qu'ils ont subi après cet apprentissage statistique. Ils ont été en effet guidés à produire des réponses satisfaisantes à des humains sélectionnés. On peut se douter que les juges humains ont eu tendance à éliminer des réponses qui les contredisaient. Ainsi, on a vu que le comportement des modèles de langage géants dépend en grande partie de l'utilisateur et de comment il présente une question. On va maintenant voir un autre facteur qui peut entrer en compte dans l'utilisation de ces modèles et qui peuvent tromper l'utilisateur, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances ou hypothèses. Un LLM qui va acquiescer tout ce que dit l'utilisateur va conforter ce dernier dans ses croyances.
On va voir deux exemples concrets que pourrait rencontrer un élève qui se sert de ChatGPT pour mieux comprendre son cours de maths. Voilà le premier exemple posé à ChatGPT. Donne-moi la version forte et la version faible du théorème de Pythagore. Bien que les versions faibles et fortes du théorème de Pythagore n'existent pas, le modèle reprend les formulations de faibles et fortes, dit au passage qu'elles sont communément utilisées, et place en réalité dans la version forte le sens direct du théorème de Pythagore, et dans la version faible sa réciproque. Les énoncés mathématiques sont bien vrais, mais un élève qui lit cette réponse se voit conforté dans le fait qu'il existe bien deux versions du théorème de Pythagore, une forte et une faible. L'élève est satisfait car ce qu'il pensait être vrai a été confirmé. Dans ce second exemple, on pose un problème à O1. Arthur a 1345 pommes aujourd'hui. Hier, il a donné 33 pommes à Bob et à Charlotte chacun. Combien de pommes lui reste-t-il aujourd'hui ? On fait suivre ce problème avec le début d'une résolution fausse. Il a donné 33 pommes à Bob et à Charlotte, donc il a donné 33 fois 33 pommes en tout. Il lui reste donc aujourd'hui 1345 moins 1089 pommes. Le modèle arrive à détecter facilement l'erreur. L'élève a utilisé une multiplication au lieu d'une addition dans ce cas. Il répond alors correctement au problème, ou presque. Il reprend en fait la seconde erreur qu'a fait l'élève, à savoir de tomber dans le piège du problème. On demande le nombre de pommes qu'a Arthur aujourd'hui. La réponse elle est dans l'énoncé, c'est 1345. Et si on fournit seulement le problème au modèle, là, il ne tombe pas dans le piège et répond correctement 1345. Ainsi, le modèle a tendance à reprendre les suppositions de l'élève dans sa réponse. Et cela, avec le biais de confirmation, va ancrer l'élève dans sa perception, ici fausse, de l'énoncé. Oui, je me suis trompé sur la multiplication, mais le reste était bon, d'après le modèle. Le biais de confirmation, couplé à la tendance des LLM à aller dans le sens de l'utilisateur, forme donc un cocktail néfaste. Deux autres axes viennent empirer les choses en s'ajoutant à cette combinaison. Le premier, c'est la grande certitude qu'ont les modèles de langage lorsqu'ils donnent une réponse. Contrairement à un humain qui exprime souvent des doutes ou utilise des nuances, les LLM ne font jamais cela, du moins actuellement. Comme le modèle parle et utilise du langage naturel, il est beaucoup plus facile, surtout pour un enfant, de le croire. Après tout, s'il arrive à s'exprimer aussi bien, c'est qu'il a raison. On est davantage réceptif à ce qu'il dit, beaucoup plus que ce qu'on pourrait l'être avec d'autres outils comme une recherche Google. Cela va de pair avec les affirmations et constatations que ces modèles arrivent à résoudre des tâches très difficiles, du niveau de doctorant, voire même des olympiades internationales de mathématiques. Bien que cela reflète une certaine expertise de ces modèles, ces benchmarks sont souvent restreints et ne traduisent pas le fait que ces LLM sont capables de résoudre tout ce que c'est résoudre un doctorant. Un autre axe est celui de croire ce qu'on voit, d'adhérer facilement aux propos qu'on lit. Une fois qu'on lit une réponse justifiée de ChatGPT ou autre, on peut facilement s'auto-convaincre que c'est la bonne réponse. Une récente étude a été menée sur des élèves à l'école HEC et illustre ce point. On a donné à des étudiants en école de commerce plusieurs questions et on a analysé leurs réponses. Les étudiants étaient divisés en deux groupes. Un premier groupe auquel on demandait de répondre à la question, sans aide extérieure, et un second groupe auquel on donnait une réponse écrite et à qui on a demandé de vérifier et perfectionner la réponse autant qu'ils le souhaitaient. La réponse pouvait venir d'un autre élève ou de ChatGPT sans qu'il le sache. Les élèves qui devaient concevoir entièrement leur réponse ont obtenu une note de 80 sur 100 en moyenne, tandis que les élèves à qui on a donné une réponse préfabriquée ont obtenu seulement 58 sur 100. Les étudiants qui reçoivent une réponse toute faite sont donc pas très enclins à la remettre en cause. Ils y apportent peu de modifications. Une fois qu'ils ont lu la réponse donnée, ils ont été convaincus de sa véracité sans pouvoir exercer pleinement leur esprit critique. À noter que ces résultats seraient sûrement différents avec des personnes issues d'autres cultures. Avant de terminer la vidéo, on va étudier la possibilité de mitiger ces problèmes en remettant en question le LLM sur les réponses qu'il donne. Si l'on pose une question à un modèle de langage et qu'il nous répond d'une certaine façon, peut-être que lui poser la question « tu es sûr » permet de lui donner une opportunité de modifier et de corriger sa première réponse si elle était fausse. Peut-être est-ce une bonne stratégie pour faire rectifier les réponses du modèle, ou tout du moins savoir s'il est certain de ce qu'il avance. Une étude a évalué l'efficacité de cette technique sur plusieurs LLM et sur des milliers de questions-réponses. Si l'on prend les résultats obtenus avec GPT-4, poser la question « tu es sûr » réduit l'exactitude des réponses de 6%. De 88% de succès, on passe à seulement 82%. Ce n'est donc pas une bonne stratégie. Toutefois, il est intéressant de remarquer que le modèle a tendance à plus rarement changer sa réponse lorsque celle-ci est correcte que lorsqu'elle est incorrecte. En effet, lorsqu'il génère une réponse correcte et qu'on lui demande « tu es sûr », dans 10% des cas, il va changer sa réponse. Mais lorsque sa réponse initiale est fausse, c'est dans 30% des cas qu'il va la changer. Ce problème a été appelé calibration par les scientifiques. Un LLM bien calibré sait ce qu'il sait et aussi sait ce qu'il ne sait pas.
Récemment, OpenAI a étudié la calibration de ces modèles en leur posant des questions factuelles et en demandant, en plus de la réponse, d'estimer leur confiance sous forme de pourcentage. S'ils donnent une confiance à 50%, ça veut dire qu'ils sont à moitié sûrs de ce qu'ils avancent. On peut alors analyser comment évolue cette confiance des réponses avec la précision réelle de ces réponses. On le voit, il y a une corrélation positive entre confiance et précision. Cela veut dire que globalement, plus la confiance donnée par le modèle est grande, plus il a de chances que la réponse associée soit vraie. Toutefois, la calibration est loin d'être parfaite. Une calibration parfaite correspond à une confiance égale à la précision. Les modèles ont trop confiance dans leurs réponses. Ils donnent une confiance beaucoup plus élevée que la précision moyenne de leurs réponses. Au contraire, pour un modèle parfaitement calibré, confiance et précision moyenne sont égales. Si on lui pose un grand nombre de questions et qu'on analyse par exemple la précision des réponses pour lesquelles il a annoncé une confiance de 40%, alors parmi ces réponses, 40% seront vraies. Essayez de connaître la confiance du modèle, que ce soit en lui demandant « tu es sûr ?», en lui demandant d'exprimer sa confiance, ou encore en lui posant plusieurs fois la même question, n'est donc pas une méthode fiable, mais peut être un bon indicateur pour savoir si le modèle invente complètement ce qu'il dit. Pour conclure, on a vu dans cette vidéo que le comportement des modèles langage géants dépend du comportement de l'utilisateur. Les modèles ont une forte tendance à approuver ce que dit l'utilisateur, à le conforter et à considérer ses suppositions comme étant vraies. Et l'utilisateur, lui, est d'autant plus sensible à cela à cause du biais de confirmation. Il a tendance à placer davantage de crédibilité sur des propos qui vont dans le sens de sa pensée. On l'a vu, ce cocktail peut être amplifié par deux facteurs. Le premier, c'est la grande certitude avec laquelle les LLM rédigent leurs réponses et la connaissance du fait que ces LLM arrivent à résoudre des problèmes scientifiques très pointus. C'est donc une sorte de biais d'autorité. Le second facteur est le fait de croire facilement ce qu'on lit, comme l'a montré l'étude sur les élèves en études de commerce. Apprendre à remettre en question les propos des LLM et ne pas se laisser se conforter par ceux-ci est donc un enjeu majeur qui intervient lors de l'utilisation croissante de ces outils.